Mardi 2 novembre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Les titres de cette édition. Présentation est mise sur le marché livresque du tome 2 de l'ouvrage Fiche de procédure civile du magistrat Obemede Sekodjo. Les précisions sont à suivre. Nous irons également à la découverte du métier de facilitateur ou de guide de traversée, des actes clés qui aident les apprenants à traverser les axes routiers pour se rendre dans le lieu de savoir. Au Zimbabwe, le personnel sanitaire invite les citoyens à se faire vacciner contre la COVID-19. Vous les entendrez dans cette édition. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Nous démarrons par le lancement du livre Procédure civile. Après le tome 1, très apprécié par le public, le tome 2 de l'ouvrage Fiche de procédure civile est désormais disponible. L'auteur, qui n'est rien d'autre que le magistrat Obemede Sekodjo, a procédé ce lundi au lancement du dit ouvrage à l'université d'Abomey-Calavi. Pour le point, Mathieu Boucault, Bonaventure à l'heure. Un parterre d'invités conviés au lancement du tome 2 du livre Fiche de procédure civile, ouvrage écrit par le magistrat Obemede Sekodjo. Cet ouvrage est parti de l'idée que déjà au Bénin, on n'avait pas de tels documents. C'est vrai, le test existe, mais disséquer, faire sous forme de glossaire, permettant une recherche facile et simple. C'est l'idée première qui a guidé pour être un instrument, un outil de travail, tant pour les praticiens qu'un guide pour éclairer le citoyen lambda. Le manuel, en effet, de couleur bleue, présente les règles du code, des procédures sous forme de fiches pratiques, avec par endroit un tableau récapitulatif de la démarche et de l'attitude du juge dès qu'il est saisi. Cet ouvrage, donc, s'organise en 8 séries. 8 séries à travers lesquelles chacune développe un point important de la procédure en justice, notamment la procédure civile. La toute première série concerne et traite de la question de la demande en justice. Lorsque vous avez à vous adresser à une juridiction, quelle est la première question que vous vous posez? Et quelle est la première question que se pose le juge qui reçoit une demande? Vous devez vous poser la question de la compétence matérielle. Oui, je porte une demande. Il faut la qualifier. Est-ce que cette demande, du point de vue de la matière, le droit parle de la compétence rationnée matérielle? Est-ce que du point de vue de la matière, cette espèce que je porte relève de la juridiction à laquelle je m'adresse? Et c'est par rapport à ça que, suivant l'organisation même du Code de procédure civile, nous sommes partis de la demande en justice, en passant après par les actes de saisine, et puis nous avons abordé les exceptions, l'administration de la preuve et toutes les autres étapes qui aboutissent à la réédition de la décision et en fin de compte, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui est rendue, pouvoir exercer les voies de recours. Voilà un peu ce que contient l'ouvrage. Une fois encore, mise à jour de la législation actuelle. Il est écrit dans un style accessible, à la portée de tous, étudiants, enseignants, avocats, magistrats. D'autres aspects importants n'ont pas été occultés. Il s'agit entre autres des demandes en justice, des moyens de défense, des incidents d'instance, des voies de recours et l'office du juge. Il revient également sur les modes de saisine du tribunal, sur la procédure à jour fixe, sur la procédure des petites créances, parce que selon que vous ayez une requête portant sur une somme de 500 000 francs qui vous oppose à un autre justiciable, ou alors que vous ayez à faire face à une demande portant sur une somme de 10 millions, vous ne vous adressez pas forcément aux mêmes juridictions et les modalités de règlement ne sont pas les mêmes.
L'auteur en question est procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, titulaire d'un master professionnel en droit du cyberespace et d'un DEA en droit privé. L'ouvrage est préfacé par le professeur Joseph Djogbenou. Le 9 novembre, c'est la date retenue pour la signature de l'accord de retour des œuvres d'art entre le président français Emmanuel Macron et Patrice Talon. À partir de cette date, les billets débuteront leur arrivée à l'aéroport de Cotonou pour exposition à la présidence de la République. Mais avant, historiens et acteurs culturels se réjouissent de l'aboutissement de ce long processus. Reportage Aziz Achamou et Edouard Capo, présenté par Stélia Padono. Le retour des biens culturels au Bénin est salué par plusieurs acteurs du domaine. Parmi eux, ceux qui y travaillent d'une manière ou d'une autre pour qu'on en arrive là. Le Bénin est le tout premier pays à s'illustrer dans la démarche de rétrocession des trésors royaux. Moi, je suis très heureux, très content que ce soit le Bénin qui soit l'un des premiers pays où cet événement ait lieu. C'est fort d'une longue lutte de certaines personnalités que je ne cite pas ici, depuis des années, que cette réalité nous est présentée aujourd'hui en 2021. C'est d'abord une joie, une satisfaction réelle de constater que les efforts ont porté les fruits. On n'a pas travaillé pour rien. Une fierté qui mérite d'être partagée. Toutefois, l'histoire de ces trésors culturels mérite d'être enseignée à la jeune génération. Tout cet invite aux acteurs du système éducatif. Et c'est tout ça qui devait inspirer, n'est-ce pas, notre système éducatif depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas développer le sentiment de fierté par rapport à ces objets-là. Nous avons la chance d'avoir un président qui a affirmé cette volonté politique, le président de la République, M. Patrice Talon. La question de la conservation. La question de la conservation de ces biens qui arrivent est une préoccupation majeure. Tout doit être mis en place. À cet effet, un souhait partagé par Léon Bani-Biobigou, enseignant-chercheur. Voilà pourquoi le gouvernement a pris des dispositions pour mettre en place des infrastructures susceptibles de pouvoir les accueillir. Parce qu'il faut savoir les conserver, et non seulement les conserver, les entretenir comme il faut. Et il y a donc des gens à former par rapport à ça. Il faut une formation des cadres à des niveaux différents pour que justement, une fois revenus, que ces objets soient bien conservés pour pouvoir accueillir des milliers de gens qui viendront à travers le monde pour les visiter cette fois-ci chez nous. Le Bénin peut être fier de l'aboutissement heureux de nos processus qui conduira dans les prochains jours au retour effectif de ces biens dans notre pays. Parlant du retour des trésors royaux, il faut dire que la semaine culturelle du Bénin en France s'est achevée ce dimanche 31 octobre 2021. La salle de spectacle du musée quai Branly-Jacques Chirac a rythmé des sonorités musicales présentées par Sabouhan Danialo. Il a su emballer le public avec une prestation historique, de quoi réjouir les passionnés de la bonne musique qui ont effectué le déplacement. Reportage Stanislas Amoa. Le tam-tam résonne sous les battements de Sabouhan Danialou à la faveur du concert Tout Feu Tout Flamme à la salle de spectacle du musée quai Branly-Jacques Chirac. L'artiste musicien béninois justifie devant un public en liesse l'appellation d'homme-orchestre qu'il porte fièrement depuis plusieurs années.
Son riche répertoire musical sera revisité dans son ensemble avec des titres évocateurs. Il parle d'abord du commerce triangulaire, thématique qui colle à l'actualité du retour des trésors royaux au Bénin. C'est une responsabilité partagée si l'histoire a été celle qui nous est racontée. C'est un péché commun entre vendeur et acheteur. Les enfants les plus vendus ont été arrachés au continent noir pour alimenter comme ceux. Un autre titre non moins évocateur, Amonoude Hundou, qui signifie « mange ce que tu trouves », traduisant ainsi le caractère vaniteux de la vie et aussi de l'être humain pour qui chaque instant doit être considéré comme le dernier. On nous mais il a diadoula waito économie la souma ito mais toi mettons on doit pas mais il a diadoula waito économie la souma ito au firama. C'est donc une fin en apothéose pour cette semaine culturelle d'exposition sur le retour des trésors royaux au Bénin, en attendant l'acte final qui sera signé par les deux chefs d'État béninois et français le 9 novembre 2021. Il est fréquent de rencontrer sur les axes routiers à proximité des écoles certaines personnes qui aident les apprenants à traverser aisément la circulation. Appelés des guides de la traversée, ces acteurs veillent au quotidien à la sécurité des élèves et écoliers contre d'éventuels accidents. Mathieu Bocor est allé à leur rencontre pour s'imprégner du mode de fonctionnement et des difficultés auxquelles sont confrontés ces hommes. Suivez. Ils restent visibles aux abords des écoles. Ils sont désormais affectés à la seule tâche qui consiste à surveiller l'environnement dans le but de faire respecter les règles de stationnement et de circulation à proximité des établissements scolaires. Ils sont appelés guides de traversée ou des agents facilitateurs. Déjà à partir de 7 heures, quelqu'un se pointe au niveau du grand portail et l'autre se pointe de l'autre côté pour assurer la traversée pour les enfants qui viennent de l'autre quartier. C'est comme ça que ça se passe. Une organisation mise en place par presque tous les établissements publics que privés pour parer aux imprévus, notamment les accidents de route des écoliers. Une mission dévolue à ces agents, dits facilitateurs, mais qui souvent n'est pas aisée. Certains conducteurs de taxi-moto conduisent à grande vitesse. Parfois, quand nous parvenons à arrêter ces derniers dans leurs élans, certains parmi les motocyclistes, voire de conducteurs de véhicules, n'aiment pas exécuter, ce qui crée du coup une peur dans les rangs des enfants. Conséquence, des cas d'accident sont souvent enregistrés. Mais j'avoue, chez moi, je n'ai pas encore noté un seul cas d'accident. Il y a des Indiens, il y a des Béninois qui ne sont pas normaux. Quand tu les arrêtes, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils font de n'importe quoi. C'est pourquoi je suis sur la voie. Pour travailler, j'aime mon pays, j'aime les enfants. C'est-à-dire quand le feu est ouvert, ils sont à une vitesse où quand bien même il y a les panneaux au milieu des voies, ils sont à l'allure où on ne sait pas qu'est-ce que c'est pour traverser le feu ou bien qu'est-ce que... Mais c'est suite à l'accident qu'eux-mêmes, ils remarquent qu'en réalité, il y a les enfants et qu'il y a les panneaux au niveau de la voie. Au-delà, assurer efficacement les incivilités des motocyclistes, des conducteurs de véhicules et les traversées des enfants reste un parcours de combattants, surtout quand ces agents ne sont pas vigilants. Chez les enfants aussi, le problème se pose. Parfois, on les organise afin de les aider à traverser la voie. Souvent, ce sont des enfants des classes de CE2, CM1, CM2 qui sont pressés de traverser parce qu'ils estiment être en retard au cours. Quand tu n'es pas éveillé,
Les petits-enfants tombent dans le piège et c'est un grand risque. Selon le directeur de cet établissement public, aucun accident n'a été enregistré dans le rang de ces écoliers depuis la mise en place de ces agents facilitateurs. Une satisfaction, nous a-t-il confié. Entièrement satisfait de la prestation de ces facilitateurs-là, parce que depuis qu'ils ont commencé par nous aider, nous n'avons plus enregistré des cas d'accident. À y voir de près, les mesures préventives sont prises afin de parer aux imprévus, seulement que le risque est grand quand un éventuel passage en force est souvent banalisé par le guide. Mais malheureusement, pas plus tard que la semaine passée, c'est le facilitateur même qui a été ramassé par un Zémidjaman. Il était là, il assurait son service comme d'habitude. Quand le Zémidjan n'a pas voulu obtempérer aux injonctions de cet agent-là, il n'a pas voulu respecter le drapeau rouge qu'on lève et ça permet à tout le monde de s'arrêter. Il est entré dedans et le souci du facilitateur, c'est de protéger les enfants. Il était en train de protéger les enfants quand le Zémidjan l'a ramassé. C'est donc dire que le degré de risque du métier est grand. Pendant les entrées et les sorties d'école de ces enfants, l'agent facilitateur est souvent partagé entre passion, risque et contrainte. Surtout quand le facilitateur de la voie principale a été victime d'un accident, c'est moi qui ai traversé la voie aux enfants. À midi, là, mais moi-même, ça a été difficile pour moi. Ce n'est qu'après ça que j'ai dû parcourir les chefs quartiers pour trouver quelqu'un pour relayer. Quand tu finis la journée avec tous les efforts consentis, tu es vraiment fatigué. Tu es devant ton dîner et tu somnoles sans le savoir. Le reste, on gère, vaille que vaille. Le métier de facilitateur, un job presque méconnu par la population avec ses conséquences, d'où cette invite des uns et des autres. Les parents doivent savoir que nous nous exerçons pour leurs enfants. Nous leur demandons de se rappeler de nous et de ne pas nous oublier parce que nous avons aussi des enfants à nourrir. Et l'autre chose, nous demandons aussi la clémence du DTT pour que s'il y a lieu de mettre des dos d'âne tout au moins au portail principal pour qu'on sente réellement que quand il y a le feu ouvert, qu'il n'y a plus de vitesse. Motocyclistes, conducteurs de véhicules sont beaucoup interpellés au respect des règles de circulation. Leur accompagnement s'avère donc nécessaire pour parer aux imprévus car les enfants constituent l'avenir de la nation. En Inter, au Zimbabwe, la campagne vaccination a débuté depuis le mois de février. Personnels sanitaires ont donné le bon exemple et espèrent que le plus grand nombre va y adhérer afin de réduire les risques de propagation. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+. Au cours de l'année écoulée, le docteur Tendai Chebva, médecin spécialisé dans les accidents du travail dans le plus grand hôpital de référence du Zimbabwe, s'est fié à son masque, à son désinfectant pour les mains et à la distanciation sociale pour éviter de contracter le coronavirus. Mais ce jour, elle reçoit un deuxième bouclier systémique, le vaccin Sinopharm. Cela ne signifie pas qu'après avoir été vacciné, on peut se relâcher et simplement cesser les précautions que tout le monde prend depuis un certain temps, mais on sait que son corps commence à développer des anticorps contre cette Covid-19. Il donne ainsi en quelque sorte l'assurance d'être protégé. Elle fait partie des dizaines de professionnels de la santé qui sont souvent confrontés à la pandémie et qui se font vacciner. Je travaille dans l'une des installations anti-Covid à Harar. J'ai vu des gens mourir littéralement devant moi. J'ai juste eu la chance de ne pas avoir été contaminé, mais j'avais besoin de ce vaccin pour me sentir protégée. La campagne de vaccination au Zimbabwe a commencé le 18 février, alors que certaines réticences de la population concernent les piqûres. Les autorités ont pris des mesures pour rassurer le public, affirmant que le gouvernement n'achètera que des vaccins efficaces et sûrs. Le gouvernement affirme avoir pleinement confiance dans le vaccin Sinopharm administré ici, mais insiste sur le fait que la décision de le prendre ou non se fait sur la base du volontariat. Le personnel de santé en première ligne exhorte ceux qui ont encore des doutes à suivre leur exemple.
Les gens disent toujours beaucoup de choses sur les vaccins. Chaque fois qu'il y a vaccination, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, on dit toujours beaucoup de choses, mais on parle en tant que fournisseur de soins de santé. Si nous voulons en tant que nation lutter contre la Covid, nous devons nous faire vacciner. C'est pourquoi je donne l'exemple. Je suis ici aujourd'hui, j'ai été vaccinée parce que je veux que ce pays se débarrasse de la Covid. Le Zimbabwe prévoit de vacciner 10 millions de personnes, soit environ 60% de sa population. Cela, selon Harare, aidera le pays à obtenir une immunité collective contre le virus. Dernier élément pour clore cette édition, les responsables chinoises se battent pour la baisse de concentration des polluants atmosphériques. Des efforts considérables ont été enregistrés ces dernières années et d'énormes défis restent à relever pour ce qui est des polluants lourds. Suivez. Les concentrations des principaux polluants atmosphériques dont les PM2.5, les PM10, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les concentrations d'ozone ont diminué pour la première fois depuis 2015. Outre cette baisse, la pollution à l'ozone continue d'augmenter dans certaines régions prioritaires. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il existe une corrélation entre cette augmentation et la réduction des concentrations de PM2.5. Ce sont les industries centralisées qui contribuent à l'augmentation des concentrations d'ozone dans certaines régions ainsi qu'à l'augmentation des températures et les concentrations d'ozone dans d'autres pays du monde. Ce n'est pas à cause des fluctuations des PM2.5. La qualité de l'air s'est améliorée et la concentration moyenne de PM2.5 a diminué d'année en année par rapport à 2015. La proportion des jours durant lesquels la qualité de l'air était bonne dans les villes préfecturales était d'environ 80% en 2019 et a augmenté à plus de 85% en 2020. Mais la pollution lourde demeure une préoccupation majeure pour de nombreux Chinois. Comment la Chine envisage-t-elle de gagner cette guerre au cours des 5 prochaines années ? Sur la base des résultats obtenus à travers les structures industrielles, économes, en énergie, nous allons renforcer nos compétences technologiques pour améliorer le niveau de prévision de la pollution atmosphérique. Nous demandons aux entreprises locales de suivre ces lignes directrices au cours du 14e plan quinquennal. C'est sur cet élément de nos confrères de CCTV+, que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, le www.etelebene.com ou sur YouTube ou Facebook en tapant tout ça.